Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, alors que la sortie de Megalopolis approche, j'ai enfin décidé de découvrir le dernier gros mastodonte cinématographique de Francis Ford Coppola que je n'avais pas encore visionné. Bon, j'ai encore quelques œuvres de lui plus mineures à voir, mais là il va quand même être question du Parrain, troisième partie, ou plutôt, car j'ai un poil triché avec le titre de ma vidéo, la version Coda, The Death of Michael Corleone, sorti en 2020, remasterisé, remonté, avec un début et surtout une fin assez différente. Et sorti 30 ans après la version originelle de 1990. Voilà. Et alors, au casting, évidemment, nous retrouvons quelques acteurs et actrices principaux des précédents, c'est-à-dire qui? Al Pacino, bien sûr, dans le rôle de Michael Corleone, le fils de Vito. Il y a aussi Diane Keaton, qui interprète son ex-femme, là, maintenant, Kay. Talia Shire, dans le rôle de la sœur Connie. Tandis que nous avons ici l'héritier, joué par Andy Garcia, qui interprète Vincent Mancini Corleone, donc sorte de fils adoptif, si vous voulez, par procuration. Il y a également Sofia Coppola qui joue la fille de Michael, Mary, alors qu'elle interprétait une fille random dans le 2. Mais bon, la fille de Coppola qui joue la fille de Michael Corleone, on voit ici le cinéma familial, mélange de fiction et réalité pour un Coppola qui voulait en dire beaucoup avec cette troisième œuvre de la saga Le Parrain. Il y a l'autre fils, Anthony, chanteur d'opéra, qui est lui joué par un acteur moins connu, Frank D'Ambrosio. Et on reconnaît vite fait Bridget Fonda ou George Hamilton, sans oublier Eli Wallach, et oui, grand acteur de western entre autres, pour une de ses dernières grandes prestations à Hollywood. Et évidemment, il s'agit d'une fresque épique qui se conclut ici de façon assez crépusculaire, hein, disons-le, de 2h30 environ, et qui se déroule à la fin des années 70, entre New York, Atlantic City, et surtout la Sicile, pour le dernier acte, et on va suivre Michael Corleone, donc désormais assez isolé quand même, mais toujours le chef de cette famiglia, hein, le commendatore, vraiment ultime, sauf qu'il est en proie à une certaine culpabilité. Faut dire qu'il est responsable de la mort de son frère Fredo, et de beaucoup d'autres morts qu'il a vues, qu'il a connues et qu'il a commanditées. Arrivé à un certain âge, c'est-à-dire la soixantaine, il est à la recherche de la rédemption. Du temps qui passe aussi. Ça, il va falloir qu'on y revienne. Et en même temps, essayer de transférer cet héritage en le rendant le plus légal possible et en protégeant sa famille. Voilà. Peut-être pour cela qu'il va choisir un héritier qui n'est pas vraiment de sa famille. On y reviendra vite fait. Donc, il se rapproche de l'église. Dès le début, d'ailleurs, le film, cette version en tout cas de 2020, n'en fait aucun secret puisqu'on voit cette cathédrale ancestrale à New York entouré de grands buildings, pour montrer que donc l'ancien temps a déjà été plus ou moins engouffré par cette modernité qui a décuplé le pouvoir de la mafia et entraîné celle-ci dans des crimes de plus en plus incontrôlables, justement, d'où un Michael Corleone à bout de souffle, il est malade, atteint de diabète, et il cherche donc quelque chose afin peut-être d'expier plus vite et que ces fautes-là de père ne se transmettent pas à ses enfants, comme les fautes de son père ont été transmises à lui au final. Surtout qu'il est resté vraiment le seul fils mâle unique héritier. Hein. Il l'a bien cherché aussi quelque part. Donc, sur fond de réalité, ce film, qui a été d'ailleurs scénarisé par au hasard, qui donc Mario Puzo, évidemment, avec Francis Ford Coppola, donc l'auteur du bouquin de base qui est venu aider ici. Et, disais-je donc, terminaison crépusculaire absolue, oui, pour montrer que, oui, c'est ça que je voulais dire, ça s'inscrit dans une réalité historique, alors que c'est de la pure fiction, avec un pape qui va pas tenir longtemps, Jean-Paul Ier, avec des histoires de banque aussi, tout ça, enfin bon, bref. Idée donc peut-être de se rapprocher de Dieu, en faisant des affaires avec l'Église, avec un banquier du Vatican, on le voit dès le début, et aussi peut-être de façon charitable à faire des dons. Mais il y a aussi des problèmes niveau Église avec la mafia. Celle-ci est quand même corrompue. C'est là où on voit que le mal a rongé à peu près tout. C'est-à-dire que cette mafia, tout ça, forcément est en lien avec la croyance, et que il y a des gens qui traînent même jusqu'au sein du Vatican dans ce système. C'est vraiment terrible.
Et on va suivre donc la descente finale de Michael Corleone, avec une fin différente sur laquelle je reviendrai en zone spoiler bien sûr, et voir à quel point ses enfants, qu'ils soient héritiers on va dire, de choix ou de sang, vont souffrir de cela encore plus que lui peut-être, enfin à moins que ce soit vraiment Michael Corleone qui en souffre jusqu'au bout. Et là donc oui, on est clairement dans une sorte d'opéra tragique. D'ailleurs, toute la conclusion en Sicile se fera le temps d'un opéra, ce qui me fait penser que Coppola était peut-être fan de Hitchcock, hein. Je crois que c'est l'homme qui en savait trop. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est bien ce film. Hein. Après, c'est très différent. Là, c'est beaucoup plus étendu, et sur le montage, tout ça, enfin, c'est brillant. Toute la fin est absolument extraordinaire. Bref, voilà, on a cette montée crescendo où on sait qu'on va vers l'inéluctable. Le temps avance comme cela et mène vers la perte. Pas de possible rédemption ou de liberté par la religion. Et est-ce que la mort sera suffisante au fait pour s'en sortir, hein, The Death of Michael Corleone, ce titre qui était le titre de travail de la première version de 1990 qui avait été refusé et qui est le titre de la Director's Cut, peut être beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Parce que oui, il faut remonter aux bases du Parrain 3 déjà, c'est un film qui avait été un peu rushé. Coppola voulait bien un an de plus pour finaliser tout ça, et on l'appréciait pour qu'il sorte tout ça autour de Noël 90. Il n'était pas satisfait du résultat final du tout, avec des scènes en trop, des mauvais cuts, montage qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir. Donc là, il a proposé en 2020 cette version ultime-là, qui n'a pas forcément été bien reçue d'ailleurs. Il faut dire que la troisième partie a tellement été cristallisée dans la tête des gens que 30 ans après, quelques changements sont mal perçus. C'est logique, c'est souvent le cas. Mais moi, je trouve que cette version est extraordinaire dans son aboutissement. Sur le plan global, oui, ce sera le moins bon des trois parrains, peut-être. Mais ce troisième volet n'a pas à pâlir face aux deux mastodontes que sont les premiers, et propose une conclusion totalement cohérente et marquante, deux films qui pourtant se suffisaient. D'ailleurs, à la base, Coppola ne voulait pas spécialement faire de troisième film. Et là, il a réussi avec son scénariste-auteur à faire quelque chose de fort, dans une tonalité très sombre, avec une patine photographique qui va très bien dans cette noirceur-là, avec quelques décors qui rappellent le premier Parrain, notamment au début, voilà, une cérémonie, et dans cette pièce sombre, il y a même quelqu'un qui vient demander une faveur, mais en fait il vient donner de l'argent, c'est un écho à la scène du début du premier Parrain. On est vraiment ici en miroir de le Parrain, première partie, c'est assez différent du 2, c'est un retour aux sources, si on veut, enfin, c'est une tentative de revenir sur les traces du père quand il avait l'âge du père dans le 1, à peu près, à quelques... Enfin, oui, à quelques années près, c'est probablement ça. Donc, c'est passionnant. Et c'est terrible, cette tragédie absolue d'un Michael Corleone qu'on ne peut pas plaindre, de toute façon, parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais le voir là, au bout, arriver à cette lucidité en mode j'ai tout perdu, plus ou moins, parce que au début, ses enfants, ils les voient pas trop, bon, il y a des retrouvailles quand même, sa femme, c'est pareil et tout, mais il y a une tentative de reconnexion quand même sur plein de points, avec des danses, avec des discussions, qui fait que il pourrait titiller l'espoir que ça pourrait revenir, jusqu'au bout même. Alors, le fils qui veut faire chanteur d'opéra, il n'est pas très content, mais à la fin, finalement, il va suivre, et tout le monde va se retrouver dans cette première prestation extraordinaire, sur un opéra d'ailleurs à tendance sicilienne, qui est très tragique, et qui raconte aussi probablement des choses qui sont en lien avec le film. Et ben ça va finir par ce que ça doit finir, parce que évidemment on va faire l'économie de tout ce qui est transaction ou autre corruption et règlement de compte, il y en a plein. Vous avez un don sicilien là, qui s'appelle Altobello, joué par Eli Wallach, qui à un moment va se retourner contre Michael Corleone, qui va même au niveau des affaires, parce que suscitant jalousie ou autre, et le fait qu'il veuille se ranger, il va, oui, une jalousie, mais surtout une défiance, donc clairement il va vraiment se retrouver dans une isolation totale, et crescendo ça va aller jusqu'à la mort potentielle de certaines personnes à qui ils sont chers, mais ça pour l'instant j'en dis pas plus. Et Al Pacino est très bon là-dessus, parce que je trouve que en vieillissant cet acteur s'est bonifié aussi sur certains points. Il était très bon déjà avant, notamment chez Sidney Lumet, pour ne citer que lui. Il y a quelque chose de fort dans la façon d'essayer d'être le père, mais d'être très différent du père. Al Pacino, c'est pas Marlon Brando dans la carrure et tout. Mais là, on le voit un peu fragile aussi, mais qui essaye d'être autoritaire, qui essaye de faire
concessions, tout en s'occupant de sa propre rédemption et de la survie de sa famille, mais aussi de ses affaires, parce que finalement la famille et les affaires c'est la même chose. Il essaye de faire cette transition vers la légalité qui ne peut pas lui être autorisée, que ce soit par ses ennemis, par ses associés, ou même par la société globale. Et même si on se rapproche de Dieu, ce n'est pas possible. Et donc, ce qui est intéressant avec Coppola, c'est qu'il revisite, là, avec son cinéma et cette fin de trilogie, les premiers volets, que ce soit sur certains lieux, donc, cette cérémonie au début, on s'y croirait vraiment, on verrait presque le fantôme de Vito Corleone, la Sicile aussi, là où vraiment on voyait le Don Vito se recueillir aussi, et donc, c'est la thématique principale du cinéma de Coppola que je me suis vraiment, que j'ai pu vraiment découvrir et approfondir sur les visionnages et découvertes d'autres films précédents, c'est le temps. Le rapport au temps, l'obsession du temps, ici on l'a clairement. Il y a même une scène remarquable, qui paye pas de mine, comme ça, à peu près au milieu du film, où vous avez un chanteur à guitare acoustique qui chante, super, c'est pas le fils de Michael Corleone d'ailleurs, j'ai un doute, voilà, j'ai un gros doute. Mais bon, en gros, il y a le thème du parrain que l'on connaît, hein. Guitare acoustique avec des paroles, et derrière les paroles, vous avez le temps qui passe, enfin en italien et tout, et vous voyez l'idée. Et il y a la nostalgie, il y a du flashback où Michael se revoit, danser, tout ça, notamment avec sa fille, et ça y est, il voit sa vie défiler, sa vie d'avant. C'est comme s'il est mort, il était mort. En fait, c'est ça qui est fort dans le titre, c'est que The Death of Michael Corleone, elle est déjà là, la mort, plus ou moins, de toute façon. Elle lui est promise, ou non. Et c'est là, on rentre dans une force de narration et de conclusion du film. Donc, spoiler, on voit les différences avec la version originale. Au début, il y a des choses qui sont changées. Je trouve que c'est très fort sur l'introduction, mieux que ce que j'ai lu dans un résumé de la version de 1990. Commencer par exemple avec l'église directe, tout ça, et l'entretien qu'il a, c'est mieux. Il y a des sous-entendus, au-delà de certains dialogues qui ont été cutés. Très bien. Et la fin, donc, alors, tout l'acte final à l'opéra, c'est extraordinaire. Montage alterné, la mort est partout. Qu'elle soit dans l'opéra, avec un qui est empoisonné, la mort de la fille, j'y reviens après. Et les morts à côté, le pape lui-même qui est empoisonné. Alors ça c'est très amusant parce qu'il joue avec l'histoire Coppola. Le pape Jean-Paul Ier est mort très vite, soi-disant d'une crise cardiaque, un truc comme ça. Mais des théories du complot ont dit qu'il aurait été empoisonné. Là il en joue. Et il le met dans cette histoire-là. Allez, pourquoi pas. Et donc, tragédie ultime, parce que finalement Michael subit un attentat, comme il avait subi un attentat à Atlantic City plus tôt. Enfin bon, il s'en était sorti là. Et techniquement, on pense qu'il devrait mourir, mais il ne mourra pas. C'est-à-dire que dans cet opéra tragique ultime, qui finit de façon tragique aussi, sa tragédie à lui doit continuer. Déjà qu'il ne meurt pas là, c'est comme dans le film originel, non, il doit assister à la mort de sa fille, par erreur, qui n'était pas ciblée, avec ce cri, qui est peut-être le plus beau cri, le plus dur cri de l'histoire du cinéma, un cri étouffé, un cri silencieux, le silent scream, qui va quand même, à la fin, rugir, évidemment. L'horreur absolue, avec sa femme qui regarde, le chagrin est là, mais elle va se dire aussi que c'est à cause de son mari, tout ça c'est à cause de la famille, elle est là, elle a tout perdu aussi, voilà, elle a rencontré, elle a épousé le mauvais homme. Et à ça. Et on le sait, donc dans la version originelle, Michael Corleone, des années après, meurt vieux sur sa chaise seul, dans la solitude, ce qui est déjà tragique, quand il tombe. Eh bien là, non. Et moi je trouve que c'est encore plus fort, parce qu'il y a le début de cette fin de base, et c'est cuté avant. Il met ses lunettes de soleil, il tombe pas de la chaise. Et il y a une citation en rapport à un dicton sicilien et tout, qui dit grosso modo, si on te dit que tu vas vivre centenaire, centenario, un truc comme ça, tu vas vivre très longtemps. Et le cut, au final, sous-entendra qu'il vivra peut-être 110, 120 ans. Et dans l'imaginaire absolu de cette fiction, il rentre dans l'éternité et ne pourra jamais trouver la rédemption et la liberté à travers la mort. Et là, le rapport au temps, il est explosé par un Coppola qui voulait clairement finaliser quelque chose. Et je ferme la zone spoiler sur ce point. Clairement, le parrain de 1990, et la version de 2020 aussi, quelque part. Il savait peut-être qu'il allait déjà faire Megalopolis et qu'il allait réussir à le faire, surtout en 2020, bien sûr. 2020, j'ai dit. Hein. Oui, bon, bref. Mais en 1990, quelque part, Coppola, avec le troisième parrain, qu'on lui a un peu forcé, il finalise une partie de son cinéma. Il signe un adieu à une forme de cinéma, il déclare une mort à une certaine vision de son cinéma à lui, même s'il sait qu'il fera d'autres films derrière, avec cette fin-là notamment.
quelle qu'elle soit. Bon, les versions, de toute façon, il voulait... Bon, je ne sais pas quelle version vraiment il voulait avant, et celle d'ici en 90, par rapport à celle de 2020. Et on le sait, après, Coppola va faire autre chose, différemment, avec toujours l'obsession du temps qui passe, hein. Dracula, Jack, mais en sortant un peu avec l'esthétique. Dracula, c'est très coppolesque, mais en même temps, ça tente autre chose. Après, il y a des films plus mineurs, même si le Jack avec Robin Williams, je l'aime de tout mon cœur, etc. Jusqu'à récemment, et sa trilogie du temps, justement, qui revient, L'homme sans âge, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, de même que Tétro ou Twixt, hein, que j'ai évoqué, eh bien, avec ces trois œuvres-là, il revient à cette ultime conclusion qui sera peut-être la fin de son cinéma, Megalopolis. Megalopolis qui va être peut-être un autre mastodonte style Le Parrain, une sorte de Parrain 4 déguisé avec une toute autre histoire, encore plus épique, opératique, tout ce que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que le Parrain 3, il s'inscrit comme si c'était potentiellement un chant du cygne d'un certain Coppola. Comme finalement, peut-être, l'avait été Apocalypse Now avant, il y a une période comme ça, et puis là, pouf, le Parrain 3, et derrière, d'autres choses, mais il revient là, pouf, avec un Megalopolis, je pense que derrière, il n'y aura plus grand-chose. Ce qui est certain, c'est que c'est passionnant de voir la carrière d'un Coppola comme ça, de se rendre compte de comment il a terminé sa trilogie Le Parrain, même si pour lui, 2 films suffisaient. Il en a fait quelque chose de fort, rapport au temps et à la rédemption. S'est-il offert une rédemption, d'ailleurs, par rapport à cela? Ce qui est sûr, c'est que c'était un film très, très passionnant à découvrir, et j'étais content d'en parler avec vous. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce film, qu'on échange ensemble, et je vous dis à la prochaine. Ciao!